Bonjour, bienvenue à notre première rencontre virtuelle organisée par InfoSec qui vise vraiment à comprendre les écrits, les œuvres qui sont publiées au Québec ou dans le monde qui permettent un nouvel éclairage ou un éclairage différent sur le phénomène sectaire. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement privilégiés. Nous allons rencontrer Lorraine Derocher, qui est docteur en études du religieux contemporain et sociologue des religions. Elle est professeure associée au Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke. Elle est membre régulière du Centre de recherche sur l'enfance et la famille de l'Université McGill. Elle s'intéresse aux enfants élevés au sein des groupes sectaires. Ses recherches apportent des réponses aux intervenants, ce qui a trait aux interventions de protection de l'enfance dans les sectes religieuses et les communautés fermées. Autrice, enseignante, formatrice, consultante sur le phénomène sectaire, elle vient nous parler aujourd'hui de son plus récent ouvrage, Ces enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire, paru récemment aux Éditions de l'Homme. Bonjour, Madame Derocher. Bonjour, Lorraine. Bonjour Marie-André. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Pour moi aussi, je vais vous dire d'emblée que j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait dans votre livre Ces enfants oubliés. Donc, d'où l'importance d'en parler puis d'en propager les connaissances, la vulgarisation du phénomène sectaire. Mais avant de parler de votre dernier ouvrage, j'aimerais pour ceux qui connaissent un peu moins votre carrière, faire un portrait de vos travaux portant sur les enfants qui sont nés ou ont grandi dans les communautés sectaires. Pouvez-vous nous parler de votre trajectoire de recherche qui a été orientée dès vos travaux de maîtrise sur la compréhension de l'expérience des enfants nés ou qui ont grandi dans ce type de groupe? Oui, bien en fait, au début, il faut savoir que j'étais une des rares à faire une distinction entre les gens qui ont adhéré à un milieu sectaire à l'âge adulte et les gens qui sont nés ou qui sont arrivés en bas âge. Donc, c'était déjà une surprise dans le milieu scientifique d'arriver avec cette distinction-là. Alors, ce qui m'intéressait, j'étais en sociologie, je m'intéressais aux difficultés d'intégration en société pour ceux et celles qui sont arrivés en très bas âge, là, dans une communauté très fermée à la société. Alors, j'ai rencontré ces gens-là et puis, bien entendu, les résultats de mes recherches, ce que ça a démontré, la première, bien sûr, une des premières difficultés, c'est lié aux besoins de survie, hein. Quelqu'un sort d'une communauté fermée, a besoin de se trouver un emploi, un logement, il a besoin d'aide, donc c'est certain, ça, c'est les premières difficultés. Ensuite, on ajoute à ça, si la personne a subi de la négligence ou encore des mauvais traitements dans l'enfance, bien, ça peut ajouter évidemment certaines formes de traumatisme. On ajoute en plus, si le groupe est très fermé à la société, ben l'idéologie du groupe peut devenir pour l'enfant sa culture. Mm. OK? L'enfant est socialisé, il est éduqué dans une certaine façon de penser, une certaine façon de se comporter. Mais si en plus, la personne a grandi dans un univers extrême, un univers radical, où là, on a établi une frontière nette entre les gens de l'extérieur du groupe versus les gens de l'intérieur du groupe, ben, ce qui va arriver, c'est que cette vision d'un monde qui est totalement mauvais, ou même on va affirmer que l'humanité tout entière n'a même plus aucune chance, qu'elle risque d'être détruite, bien, ce qui va arriver, c'est que l'individu va être pris avec cette vision du monde-là, qui va le suivre après la sortie. OK. Alors, outre les abus, outre le niveau de fermeture, outre évidemment les besoins d'urgence, mes travaux, ce qu'ont démontré, c'est que c'est cet aspect-là qui demeure le plus important. Bien sûr, les milieux sectaires, il y a différents degrés de fermeture. Il faut nuancer nos propos par rapport à ça. Mais je vous dirais, plus c'est fermé, plus l'idéologie est radicale, plus la personne peut se retrouver à avoir intériorisé ce discours-là. Et ce que ça va faire, c'est que tant et aussi longtemps que cette personne-là va continuer à voir le monde de la façon qu'on lui a enseigné, souvent à mes étudiants, je leur dis, hein, une vision du monde, c'est comme des lunettes.
Oui, Si mes lunettes sont roses, ben, je vais voir tout le monde rose. Mais une vision du monde, c'est la même chose. Alors, si la vision du monde dans laquelle un jeune a grandi l'incite à rejeter, à avoir un regard très pessimiste, très négatif sur les gens qui ne font pas partie du groupe, ben, cette personne-là doit intégrer cette société-là pour arriver à survivre. Elle se retrouve avec, vous pouvez voir un petit peu le oui, conflit que la personne peut vivre. Donc, ça a été le début de mes recherches, là, ça a été, c'est ça. tout à fait. Ce côté innovateur-là, parce que tant au Québec qu'ailleurs dans le monde, on ne parlait pas beaucoup de la deuxième génération. Non, non. Puis par la suite, vous êtes allé plus loin. Vous avez vraiment vous avez rendu visible les expériences des enfants, mais vous êtes aussi attardé vraiment à comment on intervient auprès d'eux. Donc, moi, ce qui m'interroge, c'est comment l'idée de comprendre l'expérience parce que c'est ce que vous faites dans votre ouvrage, mais ce que vous faites depuis le début. Comment l'idée de mieux comprendre l'expérience des enfants qui ont grandi dans une telle organisation, qu'est-ce que ça permet aux intervenants? Qu'est-ce qui rend... Puis comment comprendre que pour les intervenants, c'est vraiment complexe intervenir auprès de ces enfants-là qui grandissent dans un univers sectaire ou fermé? Ben, écoutez, votre question est vraiment pertinente. Souvent, je dis aux intervenants, moi, quand je parle d'intervenants, c'est vraiment au sens large pour moi. Les avocats, les policiers, les intervenants sociaux, les professionnels comme les psychologues, etc. Pour moi, je les rentre là, dans le bassin des intervenants, Ouais. dans ce que moi j'ai cherché. Souvent, je leur dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui interviendrait auprès de gangs de rue sans savoir minimalement comment ça fonctionne? Hein? La réponse est évidente. Exact. On peut transposer en violence conjugale. Il y a Oui. des particularités à cette problématique-là. On peut s'en aller en toxicomanie, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a des cours, justement, pour former les intervenants à une problématique ou à une autre. Mais ici, c'est la même chose. On arrive dans les communautés sectaires, les groupes sectaires, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on pense qu'on le sait. Oui. OK? C'est souvent le danger. Et l'histoire nous a montré qu'il y a eu des dérapages. On peut parler de dérapages de groupes sectaires, mais il y a eu des impairs aussi commis par certaines instances lors d'interventions, pas à cause du manque de formation, à cause du manque de connaissances par rapport à ces milieux-là. Alors, je vous dirais, si je compare à il y a 25-30 ans, il y a beaucoup d'ouverture de la part des professionnels, des intervenants, en comparaison avec le début. Vous êtes à même, vous, de le constater en criminologie. Là, c'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je me suis intéressée à l'intervention, mais spécifique en protection de la jeunesse, dans les groupes, encore une fois, les communautés fermées, communautés sectaires. Et j'ai rencontré quand même une trentaine d'intervenants, toujours en protection, mais qui étaient intervenus directement dans des milieux sectaires. Okay? Et puis, je n'ai pas limité ça au Québec, j'ai aussi voyagé un peu, je suis allée voir ailleurs, et finalement, le problème était le même un peu partout. OK? Et puis, quand j'ai traduit ce que les intervenants m'ont dit, ben, j'ai réalisé, puis j'ai appelé ça comme ça, c'était une approche compréhensive qui avait plus de chances de fonctionner. On n'a pas besoin de changer la loi, on n'a pas besoin de transformer, en tout cas à partir de mes travaux, Oui. mais lorsqu'on comprend le phénomène, un peu comme les gangs de rue, ben là, c'est assez facile de changer l'approche, de simplement ajuster sa pratique au milieu qu'on comprend un peu mieux. Alors, donc, c'est ça, grosso modo, je vous dirais que c'est ça qui a fait que la compréhension de l'expérience de ces jeunes-là, ou mais peut-être aussi du groupe, des parents, des adultes, du fondateur, du leader, etc., va faire en sorte que l'intervention a plus de chances de réussir, je dirais. Mais Exact. ça demeure des situations extrêmement complexes. Oui, on comprend. Mais ce que vous nous dites, c'est que l'intervenant doit avoir une compréhension du phénomène pour intervenir. Ben oui, c'est ça. Tout à fait.
Votre ouvrage Les enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire, qui a été publié récemment aux Éditions de l'Homme, c'est un tour de force exceptionnel qui ouvre la porte au grand public à l'expérience des enfants qui ont grandi dans des communautés sectaires et qui sont aujourd'hui adultes. Comment l'idée d'écrire ce livre sur des adultes qui ont grandi dans des communautés sectaires est devenue un incontournable? Si je reprends vos paroles, comment vous avez reconnu le besoin de dire son enfance, de tuer le silence? Oui. Bon, en fait, jusque-là, j'avais écrit des ouvrages académiques. On vient de référer, dans le fond, à ces ouvrages-là. S'il y en a qui sont intéressés, allez sur le site des presses de l'Université du Québec, faites mon nom, Lauriane de Rocher, puis vous verrez les ouvrages que j'ai écrits qui touchent beaucoup plus les intervenants. Maintenant, et j'ai aussi produit avec l'Université McGill, le Centre de recherche sur l'enfance et la famille, un guide d'intervention en partenariat avec certains ministères au Québec. Et là, ça arrivait souvent que j'avais des demandes pour un ouvrage justement vulgarisé ou un ouvrage pour Monsieur Tout-le-Monde, comme on le dit. Et puis, ben, j'ai eu une demande, OK, on m'a offert, ce sont les Éditions de l'Homme qui sont venus me voir. Alors, quand ils m'ont fait la proposition, je trouvais que ça correspondait vraiment à un besoin. Ouais. Donc, là, ben, j'ai écrit ce livre-là avec l'intention de rejoindre un public beaucoup, beaucoup plus large. Cela dit, je pense que même les intervenants, ils vont s'y reconnaître dans ce livre-là. Bon, j'ai voulu viser vraiment les parents, même des adolescents qui sont peut-être en quête spirituelle. J'ai voulu viser, bien sûr, le monde des intervenants, le gouvernement, mais aussi le voisin. Tu sais, à peu près tout le monde, l'enseignant, à peu près tout le monde, et bien entendu, la personne qui aurait vécu elle-même son enfance dans un milieu sectaire. Et je réalise que j'ai reçu des courriels, j'ai reçu des commentaires, puis je réalise que je pense que j'ai atteint mon but, les gens se retrouvent. Tout à fait. Une des choses que je trouvais très importante, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire appel à des biographies, de faire appel à des témoignages, de lire des biographies, etc., c'est qu'un des drames de la personne qui sort d'une communauté sectaire dans laquelle elle a grandi, c'est l'extrême solitude. Ouais. Voici, ça dépend des groupes, mais il y a des groupes qui bannissent complètement la personne de la communauté, ce qui signifie que cette personne-là n'a plus contact avec ses parents, avec ses amis d'enfance, la communauté. Ce sont des communautés, comme on dit au Québec, tricotées serrées. Hein? Les gens sont près les uns des autres. Et du jour au lendemain, la personne n'a plus contact avec les gens de sa communauté, ses amis, ses parents, etc. Et elle se retrouve dans une société qu'elle ne comprend pas. Ouais. Et si, admettons qu'elle rencontre quelqu'un qui a quand même de l'écoute, puis elle commence à se raconter, l'autre personne ne comprendra pas non plus. Alors, il y a un écart ici qui est assez grand entre les deux entre les deux sociétés, si je peux parler comme ça, entre les deux communautés, et la personne se sent extrêmement seule. Et ce livre-là, j'ai l'impression que c'est une des choses que ça fait. Voici que la personne, elle lit le livre, puis elle dit, bon sang, je ne suis pas toute seule, puis j'ai essayé de donner le plus de diversité possible dans les exemples, dans les témoignages, justement, pour que les gens puissent se retrouver. Donc, je pense que c'était important et je vous dirais que ce que j'ai fait, je me suis faite la porte-parole, dans le fond, dans ce livre-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des mots sur cette réalité-là. Et encore une fois, les gens qui ont vécu leur enfance dans un groupe comme celui-là, ils sortent, ils n'ont pas nécessairement le vocabulaire. Il y en a un vocabulaire, mais c'est celui de la secte. Tout à fait. Donc, les gens de l'extérieur ne le comprennent pas, OK? Donc, on peut vraiment comparer ça à une autre langue. On peut vraiment comparer cette expérience-là à une autre langue. Et je pense que le livre, ce qu'il fait, il donne des mots, il donne un certain vocabulaire qui vient, encore une fois, faire comprendre l'expérience. Et pour moi, la compréhension, entre autres choses, ça apaise. Tout à fait. Ça peut apaiser. En tout cas, au moins de ne se sentir moins seul, je pense que ça aide beaucoup. Tout à fait.
Depuis le début, on a demandé à des anciens membres de lire votre livre puis de nous donner des questions, un peu pour nous appuyer dans notre rencontre d'aujourd'hui. Puis, entre autres, il y a un ancien membre qui nous a demandé, pouvez-vous définir ce que vous entendez dans votre livre par une communauté sectaire? Oui. Bon, évidemment, le vocabulaire en rapport avec le terme secte, je Ouais, pense qu'en science, on est au courant de ce problème-là, à tel point que les scientifiques, avant même de l'utiliser, vont prendre le temps d'écrire au moins un paragraphe, dire, écoutez, si j'utilise le terme secte, c'est ce que ça veut dire. Bon, ouais, évidemment, il y a plusieurs définitions, mais une chose est certaine, c'est que ce terme-là est très péjoratif. ouais, Il y a eu un glissement sémantique avec le temps qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on parle d'une secte, hein, il n'y a pas grand-chose de positif. exact. Il y a personne qui va dire hey, écoute, viens ce soir, jeudi soir, viens écouter mon gourou, tu vas voir, il va te brainwasher, je vais te présenter ma secte. Hein? Tout à Ça ne fait. fonctionne pas. Non, tout à Fait fait. que, fait que déjà là, le terme est très, très lourd de signification. Le terme gourou, c'est la même chose. Un gourou, c'est un maître hindou. OK? Donc, quand on utilise le terme gourou pour désigner un chef de secte méchant et toute l'affaire, moi, je trouve qu'à quelque part, c'est presque une insulte à la communauté hindoue. Quoi qu'il en soit, pour moi, pour simplifier la chose, OK? Pour moi, une secte, c'est un groupe dans lequel on a développé l'esprit sectaire. L'esprit sectaire, c'est quoi? C'est quand on établit une frontière entre des gens et nous. OK. Et dans un groupe sectaire, cette frontière-là, ce que ça fait, c'est qu'évidemment, les gens qui ne sont pas parmi nous, qui ne sont pas membres de notre communauté, ils sont mauvais. Tout à fait. On a plein de symboliques religieuses pour désigner quelque chose de négatif par rapport aux gens de l'extérieur. Et les gens qui sont à l'intérieur, évidemment, sont bénis, sont choisis. On a un paquet de termes pour considérer que ces gens-là, ils seront protégés du monde extérieur. Donc, pour moi, pour simplifier, là, Oui. OK, un groupe sectaire, une communauté sectaire, c'est un groupe qui a développé l'esprit sectaire en établissant une frontière avec l'extérieur. Maintenant, je parle aussi dans mon livre de sectes totalitaires. Oui. Là, pour moi, on n'est pas tout à fait à la même place. Le totalitarisme, hein, c'est quoi? C'est un groupe, vous en criminologie, vous avez certainement vu ça. C'est Oui. un groupe, un État, une communauté, OK, qui est dirigé par une personne qui abuse de son autorité, donc qui exerce un certain autoritarisme. OK. OK? Alors, cet abus d'autorité-là va se manifester, va s'exprimer en contrôle absolu sur la vie des membres. Alors là, la frontière avec l'extérieur est encore plus épaisse. Oui. C'est encore plus difficile de quitter ou d'avoir contact avec l'extérieur. Les activités, que ce soit les activités de travail, les loisirs, le sommeil, le temps, l'éducation des enfants, sont dictées par les règles du groupe, au point où les parents perdent en quelque sorte leur autorité parentale. Pas sur le plan juridique, là, Non. mais disons, Dans le ils quotidien. délaissent leur autorité, si vous voulez. Tout à fait. Donc, pour moi, il y a les groupes sectaires et il y a les sectes totalitaires. Et Oui. il faut faire attention. Évidemment, ce ne sont pas tous les groupes dans lesquels il y a des abus qui sont nécessairement des sectes totalitaires. Ce sont juste des types de groupes qui sont différents. Mais disons que si on est dans un groupe sectaire où il y a cette vision du monde, du nous et du eux, je vous dirais qu'on est quand même sur une route glissante qui peut s'en aller, qui peut glisser vers la secte totalitaire. Donc, c'est pour ça, étant donné que le terme secte est tellement lourd de signification, tellement péjoratif, je vais préférer appeler une communauté sectaire, une communauté fermée. Oui. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question Tout ou à à la fait. question de votre lecteur. Tout à fait. L'autre élément important de ce livre, c'est sans contredit sa grande transparence. En effet, vous expliquez tout au long des premiers chapitres comment vous avez colligé les informations, trouvé les sources que vous avez utilisées. Pourquoi est-ce important pour vous comme auteur d'amener le lecteur dans votre processus de découverte de ces histoires d'enfants qui ont vécu dans ces communautés?
Oui. Bien, d'abord, comme chercheur, j'ai toujours fait du terrain. Oui, J'ai toujours passé par des entrevues, de la recherche empirique qu'on appelle. Donc, pour moi, c'est quand même un domaine de recherche assez jeune, oui, surtout la question des enfants. tout à fait. Donc, pour moi, c'était important d'aller vérifier sur le terrain, d'avoir des vrais témoignages. Cela dit, comme chercheur, j'ai été un petit peu interprète. J'enseigne la méthodologie de recherche, c'est ce que je disais aux étudiants, aux futurs chercheurs, vous allez devenir des interprètes des données. Oui, Bon, ici, c'est pas ça que j'ai fait. Ici, j'ai posé une seule question. Que pourrait-on apprendre de leur expérience? Qu'ont-ils, eux, à dire sur leur expérience? Et j'ai essayé le plus possible, ben, en recherche aussi, on fait ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de ne pas interpréter. oui, J'ai vraiment essayé simplement d'être la porte-parole. Ce n'est pas tout à fait le même rôle. non, OK? Donc, est-ce que moi, comme individu, comme professionnel, comme intervenant, comme enseignant, comme décideur, comme parent, comme adolescent, je peux apprendre de leur expérience? Donc, on n'est pas tout à fait dans la recherche et je voulais leur donner une voix. OK, C'est ce que j'essayais de faire, OK? Je me dis, voici des gens qui ont goûté dès leur enfance à l'extrémisme des positions. oui, Ça vaut plus cher que n'importe quelle recherche. Ils ont goûté dès leur enfance à une certaine forme de radicalisme. La secte, c'est quand même la secte totalitaire, on est dans le radicalisme ici. Des gens qui ont goûté dès leur enfance et qui savent dans leur être où cela conduit. Voici des gens qui reviennent de la guerre mmh, et qui viennent dire au monde que la polarisation des idées, la polarisation des idéologies extrêmes, ça mène nulle part. mmh, Donc, moi, je trouvais ça très, très fort. Je trouvais ça très important de donner une voix à ce discours-là. Voici des gens qui affirment avoir vécu leur enfance en captivité. C'est fort, là. En prison, on rit plus, là. et puis non, tout à fait. OK? Au nom d'idées et de croyances radicales. Oui, Eux autres, là, ils veulent parler de modération. Même religieuse. Ils ne sont pas contre la religion. tout à fait. Je n'ai pas entendu ça dans le discours. Je n'ai pas du tout entendu ça. J'ai entendu arrêtez vos extrêmes. Ayons des postures modérées. On peut-tu parler de paix? On peut-tu parler d'harmonie? Il y en a assez des angoisses qui sont liées à des croyances que le monde s'en va à sa perdition. Oui, Présentement, avec tout ce qui se passe actuellement, là, il y a quand même beaucoup de. OK, il y a des situations angoissantes présentement, anxiogènes. Il y a de ces jeunes-là qui comprennent leurs parents il y a 40 ans. C'est OK. C'est là qu'ils étaient, eux autres. C'est pour ça qu'ils se sont réfugiés dans un groupe sectaire, wow, parce qu'ils avaient peur. oui, OK? Ils n'en veulent plus de peur. OK? Les gens, les gens que j'ai rencontrés, que j'ai lus, etc., ils disent qu'ils sont fatigués de voir leurs parents être toujours en guerre contre quelque chose. D'avoir une vision pessimiste du monde au point où il y en a qui disent que Dieu lui-même va le détruire, ce monde-là, là. oui, Donc, voici des gens qui nous disent finalement qu'il faut réapprendre à être des êtres humains et qu'il faut surtout garder confiance en l'humanité. tout à fait. C'est vraiment ça que j'ai entendu. Donc, ils nous disent de regarder l'histoire, puis malgré des périodes horribles, l'Inquisition, là, on rit plus, OK, Deuxième Guerre mondiale, des épidémies comme celle de la peste noire, Oui, l'être humain est encore là, il est encore debout. Donc, pour moi, c'était très, très important de leur donner la parole. Et finalement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'une façon d'être résilient envers les différentes épreuves que traverse l'humanité traverse toujours des épreuves. Une façon d'être résilient, ce n'est pas de se séparer du monde. Cette route-là ne fonctionne pas, oui, mais c'est plutôt d'en faire partie avec ce qu'on est le plus possible. tout C'est à fait. peut-être idéaliste, mais en tout cas, la route de la séparation ne fonctionne pas. Oui, C'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils affirment. Fait que je trouvais ça important de, 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 de donner une place à ce discours-là. tout à fait. Puis je trouve que leur message est quand même un message important à entendre, là. Euh, Surtout par les temps qui courent. exactement, exactement.
Dans votre œuvre, dans votre ouvrage, ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez décidé de rendre visible l'expérience de 7 adultes qui ont grandi dans ces communautés. 7 adultes qui donnent leur identité. Oui. Des gens que vous avez qualifiés de hors du commun. Pouvez-vous nous parler de ce processus-là, de ces rencontres-là qui vous ont mené à nous parler de leur histoire? Bien, je dois vous dire, premièrement, que ça a été un processus extraordinaire. Je pense que vous l'aurez compris, hein? Bon, c'est sûr que par mes recherches, j'étais un petit peu au fait de gens comme ça. Puis je suis sûre que Marie-André, quand vous avez lu le livre, il y a des gens que vous connaissiez vous aussi, là. Oui. Donc, c'est sûr que par les recherches, j'étais au fait de ces personnes-là. Puis c'était vraiment donné pour la cause, si je peux appeler ça comme ça. Oui, Et pour moi, ces 7 personnes-là avaient en commun qu'elles ont toutes fait des choses exceptionnelles. exact. Déjà, de sortir de ce genre de milieu-là, c'est déjà difficile, mais là, on a voulu aller plus loin. Donc, écrire un livre, réaliser un film, avoir son blog, avoir une page Internet pour donner la chance aux gens, d'autres personnes, briser la solitude des gens qui ont fait des choses semblables pour qu'ils puissent se rencontrer, même faire partie de reportages réalisés par la National Geographic. C'est vraiment bon. Mais je pense aussi à Jordan Vitchess. Jordan Vitchess, imaginez-vous donc, c'est une survivante de Jonestown. Oui. Bon, moi, ça m'étonne toujours que j'arrive avec des étudiants de 25 ans qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est Jonestown. Donc, peut-être juste pour remémorer aux gens, là, on est en Oui. 78, donc ça fait quand même un bout de temps. Mais Jonestown, on parle d'un massacre, on parle de 900 personnes, dont presque 300 enfants qui sont décédés dans cet événement-là majeur, qui a été fondé par un monsieur qui s'appelle Jim Jones. Et puis, c'est en son nom qu'a été fondé Jonestown. Donc, ça se voulait un petit village reculé dans le fond de la Guyane. Et puis, pour revenir à Mme Vitchess, elle avait 12 ans lors des événements. Et heureusement pour elle, elle n'était pas sur les lieux quand c'est arrivé. C'est une chance extraordinaire. Oui. Donc, d'avoir rencontré cette dame-là, OK, c'est tout à fait exceptionnel. OK, c'est pas croyable, là. Bon, elle, ben, elle s'investit beaucoup dans un site web que les gens, les survivants de Jonestown, ont mis sur pied. Vous pouvez voir dans le livre la référence de ce site-là. Et puis, c'est extraordinaire. Ils ont des images, ils collaborent avec les chercheurs, ils essayent un petit peu de remettre les choses à l'ordre. Voici ce qui s'est passé. Voici à quoi ressemblait réellement notre communauté. Parce qu'au fil du temps, il y a eu plein de rumeurs, il y a eu des fausses des faux éléments qui ont, excusez, il y a eu des fausses affirmations. Donc, elle, évidemment, ça a été extraordinaire de la rencontrer. Il y a aussi Mme Rita Swan, qui est décédée au mois d'octobre dernier. J'ai été privilégiée de rencontrer cette dame-là, qui avait perdu son enfant en raison de croyances religieuses dans le groupe où elle avait grandi. Donc, Mme Rita Swan, après le décès de son enfant, est devenue activiste aux États-Unis. Elle a gagné de nombreux prix pour la protection des enfants en contexte religieux. Donc, c'est assez particulier. Et il y a aussi Mme Prophet, de son vrai nom, Erin Prophet, qui a passé une partie de sa vie, imaginez-vous, dans un bunker, Oui. car tout simplement, sa mère, qui était la fondatrice du groupe, avait donné une date de fin du monde. Alors, cette femme-là, après avoir vécu cette expérience-là, elle est devenue chercheure en sciences religieuses. Elle écrit maintenant des ouvrages scientifiques, des articles, des livres, justement pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit, de qu'est-ce que c'est une secte, etc. Et elle donne beaucoup de conférences et j'aime beaucoup le fait qu'elle transmet un discours très nuancé sur tout ce phénomène-là. Et enfin, Julia McNeill, pour ceux qui ont lu le livre, je la connaissais. Au moment où j'ai écrit le livre, elle était déjà décédée. Elle est décédée jeune, à l'âge de 36 ans, d'un cancer. Mais j'avais de la difficulté à ne pas référer à elle, puisque je trouve qu'elle a joué un rôle incroyable. Elle a fondé un organisme qui existe toujours, qui s'appelle Safe Passage Foundation, et qui se veut justement un organisme pour aider les gens qui ont grandi, qui ont vécu leur enfance dans des groupes comme ceux-là. Donc, je trouvais ça important d'utiliser le livre comme tribune Oui. pour, OK, voici des gens qui font des choses un peu séparément. Puis là, ben, en les mettant tous dans le livre, ça donnait, je trouvais que ça donnait une effervescence. OK, il se fait quand même des choses.
mais ce serait bien qu'à un moment donné, qu'il se fasse des choses aussi par des gens qui n'ont pas vécu nécessairement là, dans un groupe sectaire, là, je ne sais pas, moi, monter un organisme communautaire, des choses comme ça. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que vous permettez aux anciens membres, aux enfants qui ont grandi puis qui quittent, d'avoir des modèles de réussite. Ah oui, ah oui, ah, je ne l'avais pas vu ça. Ben oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça excessivement riche de dire, écoutez, il y a d'autres personnes similaires à vous qui ont redéfini leur avenir Oui, oui, et autrement leur identité, et oui. leur identité. Donc, merci. Je trouve que c'est une richesse de ce livre-là. Oui, c'est vrai. Je vous remercie de me le signifier. Puis en même temps, ce sont des gens qui n'ont pas nié leur expérience. Non, Ils ont utilisé leur expérience puis pour mettre ça au service de la communauté. exact. Exact. Alors, ils sont dans le monde. Oui, ils sont tout à fait. C'est Tout à ça. fait. Ce que je trouve qui se dégage de votre livre, puis ça, il faut vraiment le mentionner, c'est votre intégrité comme auteur. Vous nous amenez dans le processus de reconnaissance de vos découvertes. Vous dites d'ailleurs un élément, une citation qui me touche particulièrement. Je n'aurais jamais cru que ce projet d'écriture m'aurait mené à une réflexion plus profonde que celle de la recherche m'avait déjà inspirée. En plus, les lettres que vous avez recueillies, qui font partie de ce processus-là de découverte, nous permettent, comme lecteurs, de comprendre comment des adultes ont pu faire sens de leur vécu, de se reconstruire. Puis même, on comprend comment ils arrivent à faire la paix avec leurs parents. Ça, je trouve excessivement honnête de nous amener dans ce processus-là. Pouvez-vous donc nous en parler de leur processus à eux, de votre processus à vous, qui a permis de faire sens de leur expérience? Oui. D'une part, je vous dirais que ce que j'ai trouvé comme témoignage, en général, ça venait corroborer mes recherches antérieures. OK. Toutefois, je n'avais encore jamais entendu des gens me parler de compassion envers leurs parents, de compréhension et d'acceptation de leur enfance et de ce qu'ils avaient vécu. Ça, je dois vous avouer, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Et il y a plus qu'une personne qui m'en a parlé. Wow. Et là où ça m'a particulièrement touchée, c'est que ceux et celles qui parlent ceux et celles qui parlent de compassion et de compréhension sont étonnamment ceux et celles qui ont été le plus affectés par leur expérience au sein du groupe sectaire. Je Wow. pense par exemple au témoignage de Stephen Jones, qui est le fils de Jim Jones, qui était jeune adulte au moment des événements. Son témoignage m'a particulièrement touchée parce que lui, il parle de compassion envers son père, Mm. OK? Mais je réalise que ceux qui parlent de compassion sont allés au bout de leur colère, de leur rage, sont allés au bout de tout ça, contre leurs parents, contre le système, contre le gouvernement. Ils ont pris de la drogue, il y en a qui ont fait des tentatives de suicide et ils ont réalisé que cette route-là ne fonctionne pas. Donc, ils ont choisi de comprendre, de nuancer leur expérience et surtout de l'accepter. Et bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui va se rendre à la compassion, on le comprendra, mais Ouais. déjà d'accepter son expérience, c'est énorme. C'est vraiment énorme et dans tout processus thérapeutique, en psychologie, on le sait, souvent l'acceptation, c'est la dernière étape d'un processus. Alors ici, ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée, d'avoir pu comprendre une problématique aussi complexe que le groupe de Jonestown, de comprendre son père, c'était son père, là, OK? Oui. On peut voir un peu tous les enjeux, OK, auxquels il a dû avoir fait face, mais pour avoir pu communiquer avec lui, il dit, j'ai de la compassion, mais je ne nie absolument rien. On appelle un chat un chat. Oui. OK? C'est terrible ce qui est arrivé à Jonestown. On parle de l'horreur. On appelle les choses par leur nom. La compassion, ce n'est pas le déni. Ce n'est pas la même chose du tout. C'est à Non. partir de ce que j'ai vécu, je comprends ce qui est arrivé. Et puis avec ça, je suis en mesure de nommer les choses. C'est très, très, très long. Il y a des gens qui écoutent la vidéo, là, puis qui viennent de quitter un groupe, là, c'est pas le moment. Mais si après 10, 15 ans,
tu es encore très proche de ta rage, très proche de ta colère, ça vaudrait la peine de peut-être te faire accompagner vers cette voie-là, ou en tout cas au moins vers l'acceptation si on ne se rend pas à la compassion. Donc, pour répondre à votre question, ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée. Wow, oui. C'est des choses qui n'est pas nécessairement visible dans la recherche. Donc, c'est important Non, de comprendre sa trajectoire, là, de tout à c'est fait. ça, c'est Ouais. ça. Euh, Aussi, comme vous dites initialement dans votre ouvrage Les enfants oubliés, ça ne verse jamais dans le sensationnalisme, souvent ce qu'on retrouve quand on parle des sectes ou du sectaire. Vous permettez d'ailleurs aux lecteurs de découvrir la diversité des expériences vécues par les enfants rencontrés dans leur relation avec leurs parents. D'une part, vous reconnaissez la souffrance de certains d'avoir été souvent oubliés par leurs parents avec qui il y avait très peu de relations, eux qui étaient plutôt engagés dans une quête éloignée à nos yeux de l'intérêt de l'enfant. Vous avez aussi reconnu d'autre part des parents qui, eux, ont valorisé la découverte de leur enfant ou même l'accès à des loisirs, à des connaissances hors du groupe. Donc, pouvez-vous nous parler de ça, de la diversité des expériences dans les relations avec la famille? Oui. En fait, c'est une fausse conception de croire que tous les groupes sectaires sont pareils. OK? Oui, Que tous les parents sont mauvais dans les sectes et qu'aucun enfant va s'en sortir. oui. Et il y a des enfants adultes qui sont mal pris avec ça parce que le psychologue peut penser ça. Oh oui, OK? oui, Donc ça, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est sûr que le point commun des groupes sectaires, c'est cette fameuse frontière entre le nous et le eux. Mais il y a plein de degrés à ça. Il y a plein de nuances, OK? Il y a des communautés qui vont être très, très fermées à la société, puis les jeunes, ils pourront n'avoir aucun contact. Il y en OK. a d'autres, les jeunes vont à l'école, les jeunes peuvent côtoyer leurs grands-parents. OK? Donc, le niveau de fermeture n'est pas le même d'un groupe à l'autre. Le niveau de contrôle non plus. OK? S'il y a des abus, ça ne veut pas dire que tous les enfants subissent des abus ou subissent les mêmes abus. Même, on va retrouver chez un frère et une sœur des jeunes de la même famille qui ont vécu une situation très, très semblable. On va retrouver des vécus différents. Hein? Il n'y a pas deux personnes pareilles. Ils n'auront pas vécu la même expérience de la même façon. Oui, Donc, chez un, ça peut susciter des traumatismes, chez l'autre, non. OK? oui, Ça dépend. Ça dépend. Donc, et dans ce contexte-là, bien, il y a des parents qui ont plus de liberté ou qui vont prendre plus de liberté dans un milieu sectaire que d'autres en ce qui a trait à leurs enfants. oui, Donc, il faut nuancer tout ça, et tant mieux si ces enfants oubliés a dépeint cette réalité-là qui, je pense, est juste, OK? oui, Que tout est nuancé, il n'y a rien de pareil, mais encore une fois, le point commun, c'est oui, cette rupture quand même avec l'extérieur. tout à fait. Tout à fait. Dans votre dernier ouvrage, donc Ces enfants oubliés, dans le chapitre 6, vous abordez une question qui, à mon avis, est vraiment importante pour comprendre la relation de l'enfant avec son parent, mais aussi pour comprendre comment le croyant, qui est aussi parent, peut se responsabiliser face à son rôle de parent, de son rôle dans la vie de son enfant qui est dans le groupe également. Puis-vous nous parler de cet élément primordial pour les personnes que vous avez rencontrées, qui est la responsabilisation des parents? Oui. En fait, vous savez, on est dans une époque où on parle beaucoup de responsabilisation. On parle de consommation responsable, on parle d'investissement responsable. Je lisais dernièrement, on parle même de tourisme responsable. Hein? De plus en plus, c'est à la vogue. Oui, Pourrait-on se responsabiliser en matière de foi? C'est très, très novateur comme angle, mais oui, pourquoi pas? OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire, OK, de parler de religiosité responsable? Qu'est-ce que ça signifie? tout à fait. Ben, en fait, ce que ça signifie, c'est d'exercer son jugement critique avant d'adhérer à un groupe, pas après. Tout à OK? fait. Oui, Donc, en lien avec les enfants, dans le livre Ces enfants oubliés, je propose une grille où on peut se poser un certain nombre de questions pour nous éclairer dans notre démarche. Et étonnamment, ce n'est pas toujours la doctrine religieuse qui nous amène à des dérapages, c'est surtout les pratiques. mm, Alors ici, ma grille, ben,
c'est presque évident, OK? Est-ce que le chef a un dossier criminel? C'est Oui, quelque chose on peut peut-être faire une petite investigation. Est-ce que je serai en mesure d'être en contact avec mon enfant à volonté si j'adhère, OK? fait, S'il y a des responsables des enfants, comme on appelle, ont-ils les qualificatifs nécessaires? Ont-ils la formation nécessaire? tout à Quelles fait. sont les formes de discipline prescrites dans le groupe en question? Mmh. L'éducation, comment on voit ça? Est-ce que, bon, on peut peut-être prôner la scolarisation à la maison, c'est bien, mais est-ce qu'elle est légale, l'éducation? Tout à fait. Donc, on peut se poser un certain nombre de questions. J'en ai pour trois ou quatre pages, je pense, dans le livre, mais Oui, ce ne sont que des pistes pour justement, comme parents, dire, écoute, là, on le sait, là, les dérapages dans les groupes sectaires, ça arrive. Les enfants, ça arrive qu'il y a des abus. Ce n'est pas d'être anti un paquet de groupes religieux, c'est pas ça du tout, mais de savoir malheureusement que c'est possible que ça arrive. tout à fait. Bon, maintenant, un parent qu'on parle d'un groupe sectaire ou un autre groupe sectaire, aux yeux de la loi, ce sont les parents qui ont l'autorité parentale. Donc c'est ça, se poser des questions avant l'adhésion et tenter le plus possible, après l'adhésion, de toujours avoir ses yeux ouverts sur son enfant pour s'assurer que comme parent, je suis toujours d'accord avec ce qui se passe. Wow. Et si jamais l'enfant se plaignait, prendre le temps de l'écouter. Oui, Les enfants se sont plaints de ça dans le livre, OK? Prendre le temps de l'écouter et de le croire, mmh, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Et ça peut arriver, j'ai eu des témoignages de parents qui ont écouté leurs enfants et OK. puis qui décident de quitter. Là, c'est une échelle de valeur, OK? Oui, La ferveur peut passer en avant de l'enfant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas basculer les choses, passer l'enfant avant la ferveur, essayer d'avoir un équilibre dans tout ça? L'adulte, son adhésion à un groupe, généralement, ça correspond à un cheminement spirituel. Mais pour un enfant, évidemment, on lui a pas demandé la permission avant de l'amener. tout à Et fait. quand même, l'enfance, c'est quand même une période un peu sacrée, qu'on pourrait dire, dans la vie. Oui, Donc, fait que c'est ce que je dirais. Si les parents ont exercé leur jugement critique avant d'adhérer à un groupe, ils décident d'adhérer, un coup rendu dans le groupe, ben, continuez à laisser ces petites antennes allumées. Bon, c'est certain qu'il y en a qui me disent que c'est une vision utopique, que bien sûr, quelqu'un qui est croyant, surtout quelqu'un qui est dans un groupe radical, ben, il ne regardera pas ça, son jugement critique, un coup rendu dans le groupe. C'est très possible. Je pense quand même que ça a besoin d'être dit. oui, OK? Que ça se peut qu'il y a des parents qui vont adhérer, puis en raison de leur croyance, OK, ils vont arrêter d'exercer leur jugement critique. C'est très possible. Mais je pense que c'est nécessaire de parler de cet aspect-là, d'évaluer cet aspect-là aussi oui, avant d'adhérer à un groupe. tout à fait, tout à fait. Ce qu'on se rend compte aussi à travers le livre, dont à travers dans le chapitre 7, par exemple, qui est intitulé «Une enfance hors du monde», vous parlez des impacts pendant et après, sur la vie, dans le groupe, de l'isolement de ces enfants-là. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de ces différents impacts au cours de la vie? Oui. Bon, d'abord au Québec, dans la loi sur la protection de la jeunesse, l'isolement d'un enfant subi de façon grave et continue est considéré pour un motif, peut être considéré comme un motif, pour prendre les termes de la loi, là, de compromission de développement. Autrement dit, ça donne l'autorité aux intervenants d'intervenir dans une famille, dans un groupe où des enfants seraient isolés de façon grave et continue, si on avait cette preuve-là. Donc déjà, on a un petit drapeau rouge ici sur Oui, l'isolement des enfants. On s'entend qu'une communauté fermée qui est en rupture avec l'extérieur, comme on l'a dit tantôt, peut être portée à isoler ses enfants. Et mmh, si les enfants sont isolés physiquement, ben, pour la loi de la protection de la jeunesse, ça peut être considéré comme étant dangereux. En fait, ça peut être reconnu comme une forme de mauvais traitement psychologique. OK. On a aussi le contrôle excessif. Ben, c'est un peu la même chose. Si l'enfant est isolé dans une communauté, puis on a un certain autoritarisme, ben, en même chose, le contrôle excessif dans la loi sur la protection de la jeunesse peut être retenu comme une forme de mauvais traitement psychologique. OK.
Maintenant, euh, ce qui est démontré, c'est que dans les mouvements sectaires très fermés, l'enfant qui est isolé va vivre un processus de socialisation unique. Mm. Et c'est ça dans notre société qui va faire défaut. Au sens où, si jamais le jeune ou la jeune décide de quitter jeune adulte, Ouais. là, il se retrouve dans une société, vous comprendrez, où on a plusieurs façons de socialiser les jeunes ou les adultes. Ouais. Et puis, lui, il en a eu juste un. Autrement dit, moi, j'ai un DPJ, un directeur de la protection de la jeunesse, qui m'a dit mot à mot, il dit le plus grand danger pour des jeunes qui vivent dans des groupes sectaires, c'est qu'on forme en quelque part des mésadaptés sociaux. Mm. Ouais. Autrement dit, tant que le jeune reste dans la communauté, il peut fonctionner Tout à fait. avec ce qu'on lui a enseigné, les valeurs, les normes, etc. Mais dans la minute où il quitte la communauté, il est déphasé complètement. OK? Donc, et ça va créer, il y a un terme qu'on utilise là, l'anomie, ça va créer un sentiment de vide terrible chez Ouais. la personne qui n'a plus de repères, au point où, dans certains cas, on va retourner à la communauté ou on peut même commettre le suicide. Ouais. Donc, l'isolement, il est très, très important. Et je vais même jusqu'à dire que les enfants isolés, comme il n'y a pas de signalement aux autorités, Ouais. la Direction de la protection de la jeunesse ne peut pas intervenir sans signalement. Alors, les enfants, pour moi, sont lésés dans leur droit à la protection. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que l'isolement, pour moi, c'est vraiment la clé là, de la compréhension des enfants qui vivent là, dans un milieu sectaire. OK. Ben, on comprend aussi, de par votre réponse, que finalement, sortir de la communauté pour une personne qui a passé toute son enfance dans le groupe, ça devient une période de transition qui peut être excessivement difficile. Absolument. Absolument. Euh, Au puis- point où, comme je vous disais tantôt, il y en a même qui vont dire, moi, je ne retourne pas, mais j'y arrive pas j'y arrive pas dans cette société-ci, puis malheureusement, ils vont commettre un suicide, là. OK. Ce qu'on voit aussi dans votre ouvrage, c'est dans le choix de quitter la communauté, il y a aussi le refus de l'identité proposée ou imposée par le groupe. Comment ces enfants-là qui sont devenus adultes arrivent-ils à se reconstruire une identité hors du groupe, mais aussi influencés par l'expérience dans le groupe? Bon, c'est une excellente question. Bon, vous avez parlé de cette période qui est difficile. Bon, Oui, moi, ce que je dis souvent aux psychologues, avant là, de regarder plein de trucs, là, la première chose à faire, c'est de sécuriser l'individu dans cette nouvelle société. oui, Il ne faut pas oublier, voici quelqu'un qui a grandi avec cette idée intériorisée que le monde est méchant. oui, Ça veut dire que tout son rapport, oui, toutes les relations sociales que cette personne-là va essayer de développer est imprégné de cette vision-là. oui, Donc, pour moi, la première chose à faire, et je pourrais très bien voir un genre de système de parrainage oui, où on aurait quelqu'un qui sort d'un groupe sectaire comme ça, qui est accompagné de quelqu'un de l'extérieur, mais qui comprend bien, évidemment, la dynamique, et puis qui va accompagner cette personne-là vers des nouvelles rencontres, des conférences, lire des biographies, des musées, etc., etc., le plus possible pour, en quelque sorte, comme resocialiser la personne pour qu'elle expérimente par elle-même que le monde n'est pas parfait non plus, là, hein? On n'est pas là pour dire que le monde est merveilleusement bon, c'est pas ça. Mais il y a du bon et il y a du mauvais. Et c'est l'individu lui-même qui doit le découvrir. tout à fait, tout à fait. Donc il y a d'abord cette étape-là. Et ensuite, au niveau de la construction identitaire, il faut que cette personne-là arrive à s'inscrire dans la société. Mm. Donc, c'est ce qui est arrivé à une personne comme Erin Prophet, OK. qui, lorsqu'elle est sortie, elle voulait faire des études. Et tant qu'à faire des études, pourquoi pas les faire sur quelque chose qu'elle connaît? Et Oui, maintenant, aujourd'hui, elle peut enseigner. Et il y a toutes sortes de façons d'aller utiliser l'expérience de l'intérieur, si je peux parler comme ça, pour se refaire. Mais la chose qu'il faut bien comprendre, il ne faut pas que la personne ait l'impression qu'elle doit recommencer à zéro, parce que c'est faux. tout à fait.
Comment maintenant inscrire cette expérience-là dans sa vie en la recadrant, en la renommant comme il faut pour continuer sur la route de sa vie? Wow, C'est un long processus, tout à mais fait. je pense que ceux que j'ai rencontrés, c'est ça qu'il y avait à dire. OK. Bien, j'ai le goût de demander parce que, tu sais, c'est un processus actif pour eux, mais j'ai le goût de demander comment pour nous, qui sommes à l'extérieur, qui sommes citoyens du monde, on peut les accompagner. Puis c'est un peu ce que l'ouvrage nous permet de faire. Donc, Oui. c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Comment on peut les accompagner dans leur découverte de ce monde différent? Bien, moi, je vous dirais que la première chose, c'est une attitude. Oui, C'est d'avoir une attitude. Les gens pensent qu'ils connaissent ça, les sectes. oui, Puis, il y a des témoignages dans le livre qui dit, j'arrive à ma psychologue, puis ma psychologue, elle m'explique qu'est-ce que moi j'ai vécu. exact. Est-ce que j'aurais-tu droit, moi, d'expliquer ma propre expérience, tu sais? Donc, moi, je dirais, c'est la première chose dans une attitude d'ouverture, dans une attitude de explique-moi, apprends-moi, et non pas l'inverse. Tout à fait. Déjà, je pense que ça, de un peu, non, pas normaliser, ça serait peut-être un terme un peu fort, mais d'essayer de voir ça comme de ne pas avoir une curiosité malsaine. Oui, OK? La personne, elle s'ouvre un peu, puis là, on bombarde la personne de questions. Est-ce qu'elle peut se raconter et ne pas se raconter si elle veut? Raconter seulement ce qu'elle a envie de raconter. Puis oui, si c'est possible de développer une amitié, ça, c'est sûr que ce serait extraordinaire. OK? oui, Bon. Donc, dans le livre, je leur ai demandé, avec les lettres, OK, de oui, dire qu'est-ce qui vous a aidé. Et puis, ben, j'ai repéré, je pense, sept indices, si je peux dire, là, sept oui, éléments qui les ont aidés. Mais il y en a deux que je retiens, c'est l'ouverture, OK? Les amener à s'ouvrir. oui, Et là, la paranoïa va descendre tranquillement, la peur va descendre, à s'ouvrir. Ça peut être à des idées, ça peut être à des sorties. Parce que des fois, ce qui se passe aussi, la personne sort et là, elle essaye tout ce qu'elle peut oui, dans le monde. oui, OK? Bon, il y en a qui ont mangé biologique toute leur vie, puis là, ils arrivent à l'extérieur, puis là, ils mangent du McDo toute une semaine, ils sont malades, OK? Donc, oui, être accompagné, moi, je dirais, dans ces nouvelles expériences-là et donner de l'espoir en l'avenir. oui, oui, L'avenir, ce sont des gens qui n'ont pas de temps. oui, Bien souvent, ils ont 25, 30 ans, ils ne sont pas allés aux études, OK, ils n'ont pas de temps. tout à, Comment peuvent-ils s'inscrire dans l'avenir? On leur a enlevé l'avenir dans leur jeunesse. tout à fait. On Tout à fait. leur a enlevé le futur parce que le futur était prédéterminé. Ils devaient faire ci, faire ci, faire ça. Ils avaient une identité prédéterminée. L'espoir qu'ils peuvent s'inscrire dans ce monde-là, qu'ils sont des êtres humains. Ça, Oui, j'insiste là-dessus. L'humanité commune, puis qu'on peut faire les choses ensemble. tout à fait. Je crois que c'est une belle leçon qu'on doit respecter puis accompagner la personne à son propre rythme. Donc, je trouve que c'est un beau message à retenir. Comme on a dit plus tôt, hein, on a demandé à des lecteurs, à des anciens enfants qui ont grandi dans ces groupes-là, d'écrire, de lire le livre puis d'écrire des questions. Puis, entre autres, il y a une personne qui nous a dit, votre livre a été pour moi une façon de faire sens de mon expérience et d'exprimer par une lettre à mes parents ce que j'ai vécu. Même si je ne l'ai pas posté, ça m'a fait du bien de l'écrire. J'ai aussi répondu aux questions que vous posez aux personnes qui vous ont envoyé des lettres. Est-ce que c'était aussi indirectement votre intention de nous aider, donc lui comme enfant qui a grandi, de nous aider à comprendre notre histoire comme enfant qui a grandi dans une communauté sectaire? Oui, la réponse, c'est oui. J'avais peut-être pas nécessairement l'intention que les gens fassent l'exercice. Je dois dire que quand vous m'avez envoyé les questions d'avance et quand j'ai lu ça, j'étais extrêmement touchée par ça, parce que les questions visaient aussi à relativiser l'expérience. Oui, On ne versait pas juste dans le négatif. J'avais une question où je posais, il y avait une question qui disait, à qui est-ce que tu dirais merci? oui, C'était ma façon d'essayer de savoir, OK, qu'est-ce qui a aidé? Mais c'est important aussi,
Ça, il y a des gens qui aident, OK? Donc, mon intention, c'était, oui, de mettre des mots sur l'expérience de ceux et celles qui ont vécu leur enfance dans ces groupes-là, mais pour aider des gens qui ont vécu la même expérience de se reconnaître. Oui. Donc, oui, c'est ça. Ah ben parfait. Ben merci en son nom. Il y a un autre, ancien, enfant qui nous dit: «Est-ce que ma guérison est possible et mon insertion dans la société est-elle possible?» Quelle est votre perception quant à la résilience des personnes que vous avez rencontrées? Puis, croyez-vous, est-ce que c'est réellement possible de vivre en paix intérieure avec tout le vécu, passé, vécu au cours de l'enfance? Ben, un peu comme vous l'avez dit, Marie-André, les 7 personnes, hein, Oui, qui ont vraiment qui changent le monde, hein, on pourrait même dire ça, tout à fait. sont des exemples, sont vraiment des modèles de gens qui ont dépassé leur colère, qui sont allés beaucoup plus loin. Cela dit, on ne se leurra pas, c'est un processus qui est très long. Oui, Et disons qu'un accompagnement sur le plan psychologique, je pense que ça aide énormément. oui, Moi, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à cette question-là et il y a de plus en plus de psychologues formés, de travailleurs sociaux formés, ou en tous les cas qui prennent moins les choses pour acquis qu'il y a une vingtaine d'années. oui, Donc, je pense que la société avance dans ce sens-là. On n'est pas encore rendu. Moi, je rêve quand même que, comme société, on puisse avoir les dispositifs pour accueillir les tout à gens fait. qui quittent ces milieux-là, mais on n'est pas tout à fait rendu. Mais je vous dirais, la réponse, c'est oui. C'est long, c'est pas facile, on ne comptera pas d'histoire, mais essayez de la personne qui a posé la question, de vous faire accompagner. Je pense qu'en se faisant accompagner, ça diminue le temps que ça prend pour s'intégrer. Maintenant, quand vous posez la question, euh, est-ce que mon insertion dans la société est possible? Oui, La réponse, c'est oui, mais je vais donner une explication. Moi, je compare ça à une deuxième langue. OK. Bon, moi, j'ai appris l'anglais comme tout le monde à l'école. Oui, Je vais parler l'anglais avec quelqu'un, la personne va me comprendre, mais c'est toujours ma deuxième langue. oui, Je pense en français et je dois traduire. oui, Donc, c'est la même chose ici. Ne soyez pas étonnés de penser comme dans la secte, mais vous pouvez vous corriger et dire non, non, c'est pas comme ça. Puis consciemment, tranquillement, vous corrigez. Puis à un moment donné, c'est ça le behaviorisme aussi, à un moment donné, vous allez parler très, très bien la deuxième langue, mais ce sera toujours une deuxième langue. tout à fait. Fait que c'est ce que je dirais. C'est un excellent exemple qui, je trouve, dépeint très bien ce que votre ouvrage permet de faire, c'est-à-dire vulgariser un phénomène qui est méconnu. Merci beaucoup, Lorraine de Rocher, du temps que vous avez pris aujourd'hui pour nous parler de ce nouvel ouvrage-là. Hein, un rappel, Ces enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire, qui est paru en 2022 aux Éditions de l'Homme. Et cet ouvrage-là qui est vraiment important pour comprendre, faire le sens du phénomène sectaire, mais surtout de l'expérience de ces enfants-là qui ont grandi dans ces communautés. Ma prochaine question est pour conclure aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous attend en 2023 dans votre quête ou votre recherche sur les enfants ou votre vulgarisation du phénomène? Oui. Ben, en fait, je n'arrive pas à suffire à la demande. Il y a vraiment beaucoup de demandes pour les formations. Je donne beaucoup de formations. J'enseigne à l'université. Je suis rattachée à l'Université de Sherbrooke, comme vous l'avez dit tantôt aussi, à McGill, au Centre de recherche sur l'enfance et la famille. Mais je donne de la formation continue, reconnue là, par les autres professionnels. Donc, j'ai une belle collaboration avec l'Association québécoise Plaidoyer Victime, que InfoSec connaît très, très bien. Tout à Et fait. puis, ben, ça fait 5 ans maintenant que je donne une formation. C'est vraiment sur la protection de la jeunesse, donc intervenir en milieu sectaire en protection de la jeunesse. C'est une formation de 12 heures, donc vous pouvez aller voir sur le site. On va mettre les liens en bas là, de la vidéo. Mais avril-mai,
Il devrait y avoir une nouveauté. Je suis très heureuse de ça. Il y aura les formations seront aussi enregistrées. Les gens pourront y avoir accès en ligne, moyennant un certain frais, c'est sûr, mais on va mettre aussi le lien vers la plateforme pour ceux et celles là, pour qui ça pourrait convenir. Donc, voilà, c'est à peu près ça, là. Euh, Merci. Puis pour les chercheurs, s'il y a des chercheurs ou des étudiants avec nous aujourd'hui, il ne faut surtout pas oublier votre école d'été en lien Oui, avec l'Université de Sherbrooke. Donc, on va vous suivre aussi dans cette école-là. Merci beaucoup, Lorraine de Rocher, et à la prochaine. c'est moi qui vous remercie, Marie-André. Réellement, là, j'apprécie beaucoup. Ça a été très agréable. Au revoir. Au revoir.